Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation. J'espère que ça vous a plu jusqu'à maintenant la Xebicon. On va continuer là maintenant. Moi, c'est Giulia Bianchi, je suis data scientist à Xebia et je suis aujourd'hui accompagnée par mes collègues data ingénieurs Loïc et Fares. Et en fait, peut-être que vous aussi, vous vous demandez, le sujet c'est le machine learning, qu'est-ce qu'ils font deux data ingénieurs à cette présentation? En général, on commence à être habitué un petit peu avec les projets qui tournent autour de tout ce qui est plateforme Big Data. Parmi ces projets, il y a des projets data science, on commence à en avoir l'habitude, et d'expérience, finalement, ça bloque un petit peu lorsqu'on arrive sur vos sujets. Du coup, on était impatient de bosser sur le talk avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus, finalement, sur pourquoi on a autant de difficultés à s'entendre? Oui, je peux. Donc, en fait, le développement d'un use case machine learning, c'est assez différent d'un développement de logiciels classiques. On parle de machine learning lifecycle. Je vais vous guider dans ce cycle pour vous montrer les problèmes et les défis qu'on peut rencontrer quand on fait un projet machine learning. Il n'y a pas de machine learning sans données. On a besoin, pour commencer, d'aller chercher les données dans n'importe quel format ou n'importe où elles sont stockées. Je vais chercher les données qui sont pertinentes pour résoudre mon problème machine learning. Ensuite vient la phase de traitement de la donnée, ce qui est un peu le feature engineering, et la modélisation, l'entraînement de modèles. Pendant ces deux phases, normalement, je vais utiliser des outils type Python, type R, mais aussi du TensorFlow, par exemple, ou de Scikit-learn. Les outils qui sont à disposition sont divers et variés. Et enfin, une fois que je suis contente du modèle que j'ai obtenu, il va falloir l'exposer, le mettre à disposition pour que lui, il prédise sur des nouvelles données. Et le modèle, cette phase de prédiction doit être indépendante en quelque sorte de le framework que j'ai utilisé pour entraîner le modèle. Donc en fait, il y a tout un tas de défis qui se présentent dans cette life cycle. Je vous ai parlé de quelques outils que j'utilise, que ce soit du Python, du R ou du TensorFlow, etc. Il y a une multitude d'outils et il faut qu'ils puissent communiquer entre eux tout le long du cycle de vie. Ensuite, dans la partie de modélisation et aussi de feature engineering, ce que j'ai à faire, c'est que j'ai un algorithme, un modèle, qui vient avec ses propres paramètres. Et le jeu, c'est de trouver la meilleure combinaison de paramètres pour que la performance soit maximisée. Et j'ai vraiment besoin de garder trace de tout ce que j'ai essayé au fur et à mesure de l'exploration et de l'entraînement. Et donc, en fait, comment ça, par exemple, comment je peux faire marcher ça avec les contraintes de CI/CD, par exemple. Ensuite, on sait que le machine learning marche le mieux avec le plus de données possible. Donc, il faut que tout le système puisse scale up. Et enfin, le modèle, une fois qu'il est créé, il y a plusieurs acteurs qui vont pouvoir accéder à cet objet. Il y a peut-être d'autres data scientists qui sont embarqués dans l'équipe qui vont devoir mettre à jour le modèle. Mais aussi, il y a des data ingénieurs qui vont vouloir le mettre en production, qui ont besoin d'accéder à l'objet modèle. Donc il faut que lui puisse vivre dans des environnements différents et qui se comporte à chaque fois de la même façon. Donc ce dont j'ai besoin pour accélérer finalement ce cycle de vie, c'est d'une machine learning platform. Et ce qui est fait dans le marché, dans la tech, c'est que déjà des grands acteurs ont créé leur propre plateforme. On reconnaît Michelangelo de Uber, FBI Learner de Facebook et l'outil de TensorFlow.
La façon dont ces outils marchent, c'est qu'en fait, les ingénieurs ont mis à disposition des data scientists une API dans laquelle les data scientists peuvent entraîner leur propre modèle. Et l'ingénieur va ensuite mettre en production le modèle à travers l'API. Alors, c'est des solutions qui marchent, mais qui sont très spécifiques. C'est des solutions ad hoc qui ont créé chacun de ces entreprises chez eux. En fait, le bémol, c'est que déjà, c'est très lié à l'infrastructure, donc c'est difficilement portable chez mon client, chez moi. Et le choix aussi de modèles est assez limité. C'est limité par le choix que les ingénieurs ont fait pour supporter, pour le support derrière. En fait. Alors c'est là que MLflow trouve sa place. MLflow est une plateforme de machine learning open source et open tooling. L'objectif, c'est de en fait d'accélérer le cycle de vie et machine learning tout en utilisant les frameworks déjà disponibles, type scikit-learn, type TensorFlow, etc. Donc le choix pour le data scientist n'est pas limité. Et en plus, il va gérer toute la partie qui est intéressante pour les data ingénieurs, on va voir ensuite. C'est un outil qui est développé par Databricks, qui est le même créateur de Apache Spark, pour ceux qui connaissent. Et c'est encore dans sa version alpha. Donc on l'a utilisé, on l'a essayé. Et on vous fait un retour d'expérience aujourd'hui. Le but de cet outil, c'est entre autres justement d'enlever les silos entre data science et data engineering. Alors l'outil se présente sous forme de 3 modules qui sont indépendants. La partie packaging, non, la partie tracking, c'est la partie qui est dédiée à justement faire l'entraînement, garder trace des entraînements de modèles, quels paramètres à donner quelle performance. La partie project est dédiée à rendre reproductible le travail. Et donc, il va s'occuper du packaging pour que le modèle soit toujours exécuté dans le même environnement. Et la partie modèle qui est dédiée au déploiement. Alors, j'ai utilisé un exemple qui va nous accompagner pendant tous les démos de la présentation. C'est un exemple très simple de prédiction qui consiste à prédire la progression du diabète des patients, étant donné quelques mesures liées aux patients. C'est assez basique. Je vais vous parler de la partie tracking pour commencer. Partie tracking qui finalement va résoudre le problème de tuning de paramètres. Et on va faire ça à travers une démo. Donc, avant use case classique, donc avant que MLflow existe, je suis dans un notebook. J'ai fait l'import des tools librairies dont j'ai besoin. Là, il n'y a pas de feature engineering. En gros, c'est juste la création du jeu de données d'entraînement et de test. Et ensuite, j'instancie un modèle qui est en ElasticNet où je passe 2 paramètres qui servent à la régularisation. Et je lance une prédiction sur le test set. Voilà, on voit que j'obtiens, avec ces 2 valeurs de paramètres alpha et L1 ratio, des métriques qui sont plus ou moins satisfaisantes. Maintenant, à nouveau, je fais un autre essai avec différentes valeurs de paramètres, et ainsi de suite. Donc, dans ma journée de travail, je vais choisir, en gros, c'est quoi le modèle que je préfère selon les mesures de performance. Je vais effacer les cellules qui ne m'intéressent pas, parce que ça marche comme ça, les notebooks. Et je fais un travail propre de data science. Et en fait, si je reviens dans 2 semaines à revoir mon travail, je vais quand même plus ou moins avoir oublié pourquoi j'ai choisi cette combinaison-là de paramètres. C'est un cas d'usage simple, donc on ne voit peut-être pas exactement la complexité, mais ça devient vite très compliqué.
maintenant, avec MLflow, un schéma très rapide, mais pour voir en quoi ça consiste. Alors, c'est tout pareil, sauf que l'entraînement du modèle est imbriqué dans une statement start run qui me permet de tracer l'entraînement. Donc, l'instanciation, l'entraînement de modèle à l'intérieur, la prédiction aussi. Et MLflow me met à disposition 3 fonctions qui sont logParam, logMetric et logModel. LogParam me permet de sauvegarder la combinaison de paramètres que j'ai utilisée, les métriques, la métrique correspondante, et logModel va me sauvegarder le modèle. Les résultats sont mis à disposition dans une UI graphique. Alors, encore dans mon notebook, j'ai créé la fonction dans laquelle j'ai imbriqué l'entraînement de mon modèle, mon ElasticNet, et après, je la lance de la façon suivante. J'appelle la fonction, je passe les paramètres, différentes valeurs. Donc, dans le notebook, en gros, ça ne change pas grand-chose, mais dans l'interface graphique, je vais avoir la trace de tous les entraînements que je fais. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'au milieu, on a tous les entraînements à la suite que j'ai exécutés, avec en face le valeur de paramètres utilisés. Je vais faire un peu plus grand. Donc, vous voyez. On fait un peu plus grand. Il le fait pas. Voilà. Donc, en face de chaque run, j'ai la valeur du paramètre avec les métriques obtenues. Merci. Et si je clique sur une des runs, là, je vais avoir l'identifiant unique qui peut être réutilisé après derrière. J'ai bien sûr le paramètre utilisé, les métriques, et ici, on voit dans les artefacts le modèle sauvegardé. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, je peux aussi comparer tous ces runs, tous ces entraînements, et avoir un résumé et une visualisation graphique de ce qui a été fait et la variation des métriques par rapport à la variation de paramètres. OK. Donc, le serveur tracking, finalement, c'est un package Python qui s'installe de façon classique comme pip install MLflow, qui est donc exécutable n'importe où j'ai la possibilité de faire tourner du code Python, que ce soit dans un notebook, dans une API locale, ou dans un app local, ou dans le cloud. MLflow, le tracking server, met à disposition une UI graphique qui est celle que je viens de vous montrer, qui est aussi accessible à travers une API REST. Elle peut être interrogée si on veut récupérer les résultats et les mettre en forme de façon différente. Je laisse la parole donc à Fares pour la suite. Cool, s'il vous plaît. C'est synchronisation parfaite. Alors, bonjour à tous. Merci Julia. Effectivement, donc, en plus des fonctionnalités de tracking que vient nous présenter Julia, grâce à MLflow, il est possible également de mettre à disposition le code qui est responsable de la création du modèle, d'apprentissage, dans un format reproductible. C'est le module Projects de MLflow qui permet de réaliser cela. En fait, finalement, Project, c'est un format de packaging de modèles de machine learning. Donc, grâce à un fichier au format YAML, on va pouvoir spécifier toutes les dépendances nécessaires à mon programme afin de pouvoir s'exécuter sur un environnement lambda. Et également donc, les entry points, qui sont les points d'entrée de mon projet, de mon programme, afin de, par exemple, pouvoir reproduire le même apprentissage qu'a réalisé Julia sur son propre environnement local, sur un autre environnement qui, lui, pourrait potentiellement me permettre de bénéficier de plus de puissance de calcul ou bien d'un set d'entraînement plus large. Donc, on va pouvoir réaliser cela grâce à la commande mlflowRun, donc de MLflow, qui nous permet de reproduire l'apprentissage soit en local, en ayant le code du projet cloné chez nous, sur notre machine,
ou bien en remote, donc à distance, moyennant un outil de versionning. Donc ici, en l'occurrence, juste pointer le projet Git avec le MLflow Run et pouvoir l'exécuter à distance. Donc si je me mets dans la peau d'un data scientist qui rejoint l'équipe de Julia et qui a besoin de réapprendre le modèle afin d'en améliorer les performances en tunant les paramètres ou en l'appliquant sur un set de données plus large, je vais pouvoir le réaliser de manière assez standard, assez simple finalement, en exécutant donc la commande MLflow Run et en renseignant le lien vers le Git que nous a mis à disposition Julia au préalable. Donc ici, je choisis en l'occurrence les paramètres qui me conviennent. Et ici, c'est une exécution assez simple. Donc la première fois que j'exécute cette commande, toutes les dépendances du projet vont être rapatriées sur ma machine locale. Ce n'est pas le cas ici parce que je l'avais déjà fait. J'ai triché en quelque sorte. Mais ici, je peux avoir toutes les métriques de l'apprentissage de Julia, du modèle qu'a créé Julia. Et je peux même, en fait, si je reviens sur le serveur de tracking que nous a montré Julia tout à l'heure, retrouver l'exécution que j'ai faite donc, à partir de ma machine à moi, avec même la version du code qui est responsable de cet apprentissage-là. Donc je vais avoir un git commit, un hash de commit, pardon, et je vais pouvoir accéder directement au projet qu'a mis à disposition Julia sur GitHub. Donc finalement, ça nous permet de pouvoir, si plusieurs data scientists travaillent et collaborent sur le même projet, ils vont pouvoir ici tracer toutes les expérimentations qu'ils ont pu faire, et finalement pouvoir aboutir à un modèle dont les performances sont satisfaisantes. Et une fois donc, ce modèle obtenu, on va vouloir le mettre à disposition, le déployer quelque part afin de pouvoir faire des prédictions sur des données de prod finalement. Et MLflow nous permet de réaliser cela également grâce au troisième et dernier composant qui est le composant Models, qui est un format standard de packaging de modèles de machine learning cette fois-ci. Donc, grâce à ce format, on va pouvoir déployer et mettre à disposition le modèle à des applications clientes d'une façon finalement agnostique à la technologie utilisée. Donc, quelle que soit la bibliothèque de machine learning que j'utilisais en amont, je vais pouvoir par exemple faire de l'inférence en batch en utilisant du Spark, ou bien faire des prédictions en temps réel sur un endpoint HTTP que j'ai pu déployer au préalable sur le cloud. Ce format-là va se baser essentiellement sur la notion de flavors ou de recettes, qu'on va appeler recettes pendant cette présentation. Donc une recette, ça va être une convention qui va permettre de sauvegarder le modèle dans un format compréhensible par les outils de déploiement qui vont intervenir en aval. Ce mécanisme est rendu possible dans MLflow grâce au fichier MLModel, qui lui est également un fichier au format YAML, mais qui lui est généré automatiquement lorsqu'on log le modèle en réalité. Et donc ce fichier va nous renseigner sur, par exemple, la date et l'heure de l'exécution de notre apprentissage, donc responsable de la création de ce modèle-là, un run ID qui est finalement un identifiant unique vers l'apprentissage en question, et puis une section flavors qui va nous permettre de savoir comment on peut charger et manipuler ce modèle-là. Donc en l'occurrence, ce modèle va pouvoir être chargé en tant qu'une fonction Python ou bien en tant qu'un objet scikit-learn. Donc n'importe quel environnement qui va permettre d'exécuter du code Python va me permettre de bénéficier de ce modèle-là et de faire des prédictions sur des vraies données. Il existe une liste de recettes que nous met à disposition MLflow de manière native. Donc des recettes plutôt génériques qui vont me permettre d'exécuter mon modèle en tant qu'une fonction lambda, R ou Python. D'autres recettes qui vont être plus spécifiques à certaines librairies ou bibliothèques de machine learning. Donc on pourra par exemple bénéficier du modèle en tant qu'un objet pipeline scikit-learn si on utilise cette recette-là. MLflow aussi permet à certains outils de déploiement de pouvoir supporter toutes les recettes à disposition dans l'outil. On va pouvoir par exemple déployer sur la plateforme AWS, sur le service Amazon SageMaker par exemple, notre modèle, et le mettre à disposition de tous de manière standard. Toutes les flavors ou toutes les recettes de MLflow vont nous permettre et de sauvegarder le modèle de manière physique sur disque, et de le loguer sur le serveur de tracking MLflow et pouvoir potentiellement le charger soit de disque, soit à partir du serveur. Donc là, on a dit qu'on pouvait déployer de manière assez générique et simple finalement, quelle que soit la bibliothèque utilisée. Peut-être que c'est un peu flou, on va concrétiser ça avec un exemple. Donc ici, on se met sur un notebook qui est hébergé sur le cloud et qui est attaché à un serveur, un cluster de machines, donc qui bénéficie de plus de ressources que ma machine locale. Je vais pouvoir l'attacher à un serveur de tracking MLflow. Puis je vais créer une expérimentation par exemple Xebicon,
dans laquelle je vais pouvoir faire plusieurs entraînements, choisir un modèle et le déployer. Ce que je vais faire exactement ici. Donc, ici, en l'occurrence, on va commencer nos expérimentations. Donc, première expérimentation, c'est exactement le code que vous a montré tout à l'heure Julia. C'est juste que je vais choisir des paramètres peut-être différents. Donc, première expérimentation. Ici, je log également une image qui va m'être utile afin d'analyser finalement l'apprentissage de mon modèle. Deuxième expérimentation. Et hop, troisième. Donc ici, en l'occurrence, je peux revenir ici sur mon serveur de tracking. Je vais trouver mon expérimentation XeBeacon qui a été créée et mes trois apprentissages. Je vais en choisir une qui me permet les meilleures performances, obtenir son ID, son identifiant unique, et pouvoir l'utiliser dans mon notebook afin de pouvoir la déployer sur SageMaker, sur AWS. Donc ici, je vais renseigner cet ID-là. Bon, finalement, en réalité, le déploiement, on va le faire grâce à une méthode du package SageMaker de MLflow, qui va me permettre juste de renseigner le nom de l'application. Donc ici, régression diabète, le chemin vers le modèle et le mode de création. Ici, puisque je n'ai pas encore de modèle, je vais dire que c'est une création de endpoint HTTP sur SageMaker. Donc, en réalité, ça prend quelques minutes, donc on l'avait déjà fait au préalable. Et ici, on va pouvoir vérifier que mon endpoint est en service. Je vais même pouvoir aller sur SageMaker, sur la plateforme, et voir que j'ai mon diabetes régression qui est en service. Donc, une fois que j'ai un modèle qui tourne en production, je vais pouvoir peut-être l'améliorer. Donc, créer une nouvelle version de mon modèle avec d'autres données, avec d'autres paramètres qui surpassent la qualité de mon modèle actuel. Je vais pouvoir remplacer le modèle dans le endpoint SageMaker d'une façon assez simple grâce au package MLflow. Donc, j'ai bypassé l'étape où je requête le modèle que je viens de déployer. Donc, en l'occurrence, je vais pouvoir extraire les informations d'un nouveau patient sur lequel je n'avais pas appris au préalable. Donc ici, on a un vecteur des informations, des variables explicatives sur le patient. Et je vais pouvoir requêter le modèle que je viens de créer grâce à cette cellule qui est en double. Et je vais pouvoir avoir un résultat du taux de progression de diabète pour ce patient-là. Et finalement, si j'obtiens par la suite des travaux un nouveau modèle qui surpasse la qualité de prédiction de mon modèle actuel, je vais pouvoir le mettre à disposition également en renseignant son ID et en faisant appel à la même méthode deploy, mais cette fois-ci avec un mode de remplacement et non pas un mode de création. Donc je vais pouvoir, ici effectivement, je n'avais pas exécuté cette cellule. Boum. Là, ça devrait mieux marcher. Et si je check l'état de mon endpoint SageMaker, je vais trouver qu'il est en train d'être mis à jour. Donc il est en train d'updater. Ce processus va prendre quelques minutes. Donc finalement, ce format Models va nous permettre de créer un pont entre les équipes qui créent le modèle de machine learning et les équipes qui le déploient et qui le mettent en prod finalement. Donc maintenant, on va passer à expliquer un petit peu MLflow sous le capot, comment ça fonctionne. Je vais laisser la parole à Loïc qui va permettre de faire cela. Merci beaucoup, Fares. Ça fait déjà beaucoup de choses finalement. On a vu que le produit MLflow se découpait en 3 modules. On a vu à quoi il servait et comment les utiliser. Moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est, comme disait Fares, ouvrir le capot, regarder comment ça a été construit, comment ça a été un petit peu pensé à l'intérieur de cette machine learning plateforme. Tout simplement parce que beaucoup de mes collègues et moi avons eu très souvent pour mission, pour objectif, et je pense vous aussi en partie dans la salle, d'industrialiser des projets data science. Même voire plus loin, de construire une machine learning plateforme faite maison. C'est des choses qui arrivent, c'est dans l'air du temps, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui en entreprise. C'est pour ça que j'ai été très intéressé par le fait finalement de regarder comment Databricks drive l'idée et comment la communauté va contribuer à ce produit-là en particulier, qui est l'un des premiers produits open source qui ait autant de popularité sur cette idée. Du coup, quand on récupère le projet en entier, on a affaire à un grand projet Python avec tout un tas de packages en tout genre. Et on va commencer à remarquer des petites choses, très brièvement. La première chose, ce seront 3 packages qui concernent les modules présentés par Julia et Fares. Donc avec Tracking, Model et Project, qui du coup vont avoir les grandes spécifications qui vous ont été décrites en première partie de session. Donc on va passer sur ces points-là, on sait grosso modo à quoi ils servent. Ensuite, on va finalement remarquer des packages qui portent des noms qu'on reconnaît bien.
des Azure ML, SageMaker, des solutions managées pour des produits cloud, respectivement pour le cloud d'Azure et AWS. On continue d'explorer et on tombe sur des sous-modules complètement, là cette fois qui sont dédiés à d'autres langages que le Python, parce que beaucoup d'entre nous finalement travaillent avec des langages qui sont autres que Python. Et c'est là qu'on commence à comprendre finalement c'est quoi ce qu'on met derrière ce discours être agnostique des technos. C'est quoi finalement d'être transparent et compatible avec toutes sortes de contextes. En fait, ce que MLflow va réaliser, c'est tout simplement mettre en place un contrat d'interface qui va se charger d'abstraire finalement les différentes tâches de machine learning, de data science qu'on est obligé de réaliser. Et chaque outil, chaque techno, de manière totalement dissociée de si c'est une librairie, un framework ou un service, devra implémenter en partie ce contrat pour MLflow. Le code du coup qui compose le produit MLflow est en fait une espèce de glue qui colle en fait à la techno que vous utilisez en entreprise ou celle sur laquelle vous êtes potentiellement contraint à la tâche de machine learning que vous voulez réaliser. Et je parlais de contrat d'interface tout à l'heure. Pour établir ce contrat d'interface, il faut bien un modèle de données. Et donc, du coup, on va parler un petit peu des objets métiers qui circulent au sein d'MLflow, si on peut parler en ces termes pour un projet technique. Du coup, on va avoir une première interface qui s'appelle MLflow Object, qui ne contient pas tant de choses que ça, mais tout simplement le fait que tous les objets qui en hériteront seront décodables au format YAML, et c'est réalisable sous différents formats tels que protobuf. Ensuite, on va avoir tout un tas d'objets qui découlent d'MLflow Object et qui seront utilisés tout le temps lorsqu'on va faire appel à MLflow. Notamment l'experiment, par exemple, qui elle est à un niveau macro. Cet objet, on pourrait le mettre en termes de granularité au niveau finalement de l'exercice de machine learning. L'idée, c'est que vous avez des données en entrée, vous avez une cible, une target à atteindre. Au sein de cette expérience, vous avez la possibilité de créer des différents runs, qui sont les lignes que Julia et Fares vous montraient. Eux font plutôt référence à finalement une phase d'entraînement. Pour chaque fit, pour chaque entraînement d'un de vos modèles, vous allez réaliser un run pour lequel vous allez finalement obtenir différentes métriques, différents résultats, différents scores dont vous voulez garder la trace. Enfin, chacun de ces runs sont lancés avec des paramètres que vous pouvez indiquer à MLflow et tout un tas d'informations qui sont liées au run. Tous ces objets vont finalement être formatables sous forme de fichier YAML. C'est le format qui a été choisi à la base pour sa popularité au sein des développeurs. Et donc, du coup, au-delà d'être stockables sous ce format, il va falloir pouvoir les recharger pour vous donner accès au travers de l'UI et toutes sortes d'autres services, toutes sortes d'autres endpoints, finalement, aux résultats que vous auriez logués grâce à MLflow. Alors, je parlais d'entités, je parlais d'objets et de leur représentation métier. Il va falloir les stocker, tous ces objets. On a un autre package qui, lui, s'occupe finalement du stockage, du store. Et au sein de ce package, même stratégie. Pour chaque système de stockage potentiel que vous seriez amené à utiliser, vous allez avoir une réimplémentation des différents services qui sont assez tendance en ce moment côté stockage de données. Du coup, vous aurez ce qu'on va appeler des artifacts repository qui seront réimplémentés pour S3, pour Google Cloud Storage, pour Azure et d'autres. Ce qui vous permet à vous, lorsque vous travaillez finalement sur une source de données ou une autre en entreprise, le jour où on vous demande de basculer vers un autre repository, tout simplement, tout ça est abstrait pour vous dans le sens où les fonctions que vous connaîtrez seront très certainement save model ou load data. C'est finalement ce qui va être appliqué pour abstraire tous ces différents produits lors de la tâche data science. Alors, il y a quand même une petite séparation entre deux choses. C'est les métriques que vous allez vouloir enregistrer, donc tout ce qui va être metadata. Je mets dans le slow tout ce qui est paramètres de lancement, métriques de sortie, toutes les petites informations, tous les chiffres qui entourent votre expérience. Et d'un autre côté, tout ce qui va être données volumineuses, les données finalement qui ont servi à un entraînement que vous voulez loguer pour renseigner que cet entraînement a été fait sur ces données. Un graphe que vous auriez eu à l'issue finalement de l'entraînement d'un modèle que vous voulez aussi conserver. Toutes ces choses seront stockées par une classe qui s'appelle Artifact Repository. Les premières seront sur un Artifact Store. Tout simple,
Tout ce qui est métrique sera écrit sur disque si on travaille en local ou envoyé à un endpoint HTTP. Et pour tout ce qui est artifact repository, c'est le développeur finalement qui va faire appel aux bonnes API clientes qui vont bien. Typiquement, pour rendre ça un peu plus concret, il n'est pas rare dans le code d'MLflow de se retrouver face à des choses de ce type. Alors que vous avez précisé finalement un artifact repository, le choix groupe au sein de la boîte, si par exemple vous faites du S3, lorsque finalement vous allez faire des choses comme save model ou load model pour recharger un modèle issu d'une expérience précise, eh bien vous allez tomber finalement dans un check qui va vérifier l'ensemble des repositories qui sont implémentés. Et de cette manière, ensuite, le code d'MLflow importe les finalement packages clients qui vont bien. Ça implique qu'il y a pas mal de choses finalement comme des credentials, des permissions qui sont à connaître de la part des développeurs. Et un autre point, c'est que dans tous les repositories que j'ai pu évoquer, il y a notre grand ami qui manque à l'appel, je suis sûr que vous le connaissez. On l'utilise très souvent en big data, HDFS, et pas encore, c'est une question de priorisation, n'a pas encore été implémenté en tant qu'artifact repository. Et je pense que finalement la demande ne sera que croissante au fur et à mesure de l'adoption en entreprise finalement d'MLflow. Donc du coup, je parlais du stockage, des différentes métriques et ce qu'on veut mettre dans les repositories. Globalement, ça va se décliner sous une arborescence qui ressemble à celle-ci. Donc, pour une expérience différent run, avec les paramètres inclus. Le package store dont je parlais est réimporté par deux autres modules, finalement, tracking et serveur, respectivement pour aller enregistrer et vous resservir toutes ces informations, finalement, au cours de votre itération sur votre exercice de machine learning. C'est ce qui se passe lorsqu'on vous lancez finalement le serveur d'MLflow. Demain, lorsque vous aurez un serveur pour toute une équipe data science qui sera lancée, il utilisera finalement ces différents packages pour aller accéder aux métriques que vous aurez enregistrées. Dans les petites choses qui viennent, j'avais évoqué les différents langages qui sont mis à disposition. Sur les deux dernières versions qui sont passées, donc 0.6, 0.7, on est maintenant en version 0.8, on a eu l'arrivée des API Java et R, tout simplement pour faciliter l'adoption de ceux qui développent avec un langage autre que Python. Et du coup, c'est bien pratique finalement d'utiliser l'API tel que Julia vous l'a montré. Ça va directement nous permettre de l'intégrer finalement au cycle de développement logiciel et le faire ressembler à un logiciel classique finalement. Continuer à builder le logiciel de manière normale, les faire finalement réaliser des séries d'entraînement tout en ayant tout ça au sein du code. Donc, on progresse petit à petit, au fur et à mesure, on ajoute des choses. Et il manque encore pas mal de choses, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, MLflow n'est qu'en version alpha, et plus ou moins stable. Il y a tout un tas d'idées encore sur la roadmap qui vont venir, notamment tout ce qui va être l'intégration, avec des données classiques, tout ce qui est CSV parquet, qu'on a l'habitude d'utiliser. Finalement, être intégré avec la notion de validation, qu'on est obligé de faire, puis finalement en tâche de machine learning. Des questions sur les hyperparamètres classiques. Quand est-ce qu'on veut en minimiser, quand est-ce qu'on veut en maximiser. Il y a des choses très connues dont MLflow pourrait porter en intelligence qui sont encore sur la roadmap. Ainsi que différents produits à intégrer, puisque ça se fera au fur et à mesure que la communauté est demandeur, tel qu'HDFS. En conclusion, finalement, la Machine Learning Platform, elle vient répondre à plusieurs pain points qu'on a sur les projets data science, qui est dans un premier temps de fiabiliser finalement les travaux qu'on a et les intégrer finalement dans les cycles d'ingénierie logicielle classiques. Permettre finalement aux équipes de data science de garder une trace et d'avoir des résultats qui sont reproductibles pour être plus confiants et accélérer au plus vite sur ce cycle de data science dont on vous a parlé. L'idée de pouvoir switcher entre les outils et intégrer aux plateformes de manière générale finalement est un des points de douleur qu'on constate sur les projets data science. Le fait qu'MLflow soit open source et open API fait que en fait, c'est la première stratégie qu'ils avancent pour dire que demain, MLflow deviendra un standard. On l'a vu finalement, ce qui est implémenté dedans, et puisque je préfère dire spécifique que agnostique, ce qui est implémenté dedans, finalement, est très peu. Il y a tout plein d'outils. Je suis sûr que dans la salle, si je vous demande un outil qui n'est pas pris en charge par MLflow, vous en trouverez un très rapidement.
Mais c'est petit à petit, au fur et à mesure, en étant open source et avec une communauté forte, qu'MLflow espère adresser un maximum finalement des pain points des projets data science en entreprise. L'idée, c'est d'abstraire finalement ce cycle de machine learning dont on vous a parlé pour lisser les différences entre les projets de data science et l'ingénierie classique. C'est un des sujets qui finalement est au cœur finalement de nos missions un peu tous les jours. Et on était assez heureux de partager avec vous cet outil qui va peut-être répondre très bientôt comme un standard à tous ces soucis. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, on a quelques minutes pour ceux qui veulent poser des questions. 5 minutes, je pense. Bonjour, j'ai bien compris comment on peut pousser sur des services managés type Amazon, mais comment on fait quand on sert nos modèles prédictifs dans du Docker pour pousser dans les images qui tournent en prod? En fait, en réalité, là, on a une complexité qu'on a pu abstraire, en fait. Mais avant de mettre à disposition le endpoint sur Amazon SageMaker, il a fallu déployer builder un conteneur, une image Docker à partir d'un conteneur qui nous permet justement d'aller adresser ce besoin. Donc en fait finalement ce qu'on expose sur l'endpoint SageMaker, ça n'est rien d'autre qu'une image Docker qui elle a été mise à disposition dans EC2, donc de Amazon. C'est la même question, ouais. Moi en prod c'est du Docker qui tourne avec du Python, une web app Flask. Ok. En fait, en réalité, oui, tout à fait. En fait, le fait est que la recette, elle est exécutable sur un conteneur. Après, si on la met à disposition sur SageMaker ou sur sa plateforme locale d'entreprise ou sur Azure, ça va être la même chose. Mais le cœur le modèle va être mis à disposition sur une image Docker en réalité. On pourra par la suite pouvoir plus en détail l'implémentation, mais il existe un article extrêmement bien détaillé sur comment mettre à disposition le modèle sur une image finalement Docker. Après. Bonjour, merci pour la présentation. Dans la partie de tracking, vous montrez plusieurs expériences une à une où vous changez les paramètres du modèle. Est-ce que finalement on peut passer par un grid search classique d'un seul coup et toujours loguer et traquer les différentes expériences? Alors oui, cette partie est encore en train d'être développée. Pour avoir le tracking de toutes les combinaisons de paramètres, il faudrait à l'instant soit parcourir toute la matrice un peu à la main, soit oui, penser d'un breaker dans un boucle for quelque part. Il y a un issue ouvert chez Databricks pour réfléchir sur ces points, pour le mettre en place de manière native. Merci. Bonjour, merci pour la présentation, c'était très, très clair. Vous avez parlé aussi d'outils qui existaient déjà comme Michelangelo ou d'autres. Qu'est-ce que MLflow apporte de plus et pourquoi ce n'est pas les autres qui se sont imposés comme des standards? Je vais m'en charger du coup. Le premier point, c'est de ne pas finalement être open source comme MLflow et surtout de finalement être spécifique aux problèmes finalement de chez Uber, d'être spécifique un petit peu aux technos qui sont utilisés chez Facebook. C'est l'un des points finalement ce sont les points qui les rendent un peu inaccessibles et ils exposent en fait finalement les pratiques, les techniques, mais l'outil en soi finalement n'est pas à notre disposition. D'autres questions? Pour ce qui est des expérimentations, vous avez montré qu'on peut le stocker en fait dans des fichiers en local et également avec une API REST. J'imagine que cette API REST elle est fournie par MLflow de base. On a juste à monter une machine qui écoute sur le bon port ou c'est à nous de l'implémenter? Du coup, à l'installation d'MLflow qui s'installe comme un package Python, ce que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir
le produit ML, le produit tracking server, qui vient avec, et qui effectivement, comme tu l'as précisé, va te monter tout simplement un serveur Python. Il lance 4 workers qui sont à l'écoute finalement de ton équipe data science qui pourrait émettre finalement des paramètres liés aux différents runs qu'ils réalisent et vont eux-mêmes les stocker sur la machine du serveur. C'était super.